Un ancien médecin de nouveau confronté à la justice, il est jugé par le tribunal de Clermont-Ferrand pour avoir pratiqué des opérations du dos injustifiées et répétées sur 24 patients. 2 d'entre eux en seraient morts. Ces patients l'avaient consulté pour des sciatiques ou des hernies discales. Le docteur Colnet, un neurochirurgien de 57 ans, les aurait opérés alors qu'il n'en avait pas besoin. En janvier 2006, l'histoire de ce chirurgien qui opérait à tour de bras secoue le monde médical. Le médecin est condamné à l'interdiction à vie d'exercer la médecine pour blessures volontaires et opérations abusives. Cet homme orgueilleux a, en sa qualité de médecin, porté atteinte à l'intégrité physique de ses patients. Mais s'agit-il d'un cas isolé de pratique médicale, ou cette affaire est-elle le reflet d'une médecine qui en fait trop et abuse de son pouvoir ? À l'été 2012, un sondage réalisé par la Fédération hospitalière de France révèle l'ampleur des actes médicaux injustifiés. Les médecins interrogés reconnaissent que près de 30% de leurs prescriptions n'ont pas de justification médicale. En termes de coûts, cela représenterait plusieurs milliards d'euros. Radio, scanner, prise de sang, prescription de médicaments, mais aussi intervention chirurgicale. Ces excès concerneraient tous les domaines de la médecine, du geste le plus anodin au geste le plus invasif. Une opération pratiquée sans aucune raison médicale, c'est ce qui est arrivé à Céline. Fin 2009, la jeune femme perd soudainement beaucoup de poids. Son utérus la fait souffrir. Elle consulte alors un gynécologue près de chez elle, qu'elle choisit au hasard dans l'annuaire. Il m'indique qu'il serait... il me conseille de retirer cet utérus. La seule raison avancée, c'est qu'il trouve qu'il y a une grosseur au niveau du col. Et que voilà, pour lui, c'est plus prudent de le retirer. Rien d'autre. Non. Après coup, effectivement, les gens me disent « mais t'as trop fait confiance, mais comment faire ? Comment faire ?» Pour moi, dès le moment où on m'indiquait qu'il fallait le faire, on le faisait et je ne me posais pas plus de questions. Mais à l'issue de l'intervention, Céline ne va pas mieux. Des poussées de fièvre et des douleurs l'incitent à consulter un autre gynécologue. En découvrant le dossier de Céline, le second praticien est effaré. Si l'ablation de l'utérus est souvent pratiquée pour enlever des tumeurs bénignes, pour traiter des saignements abondants ou une descente d'organes sévères, Céline, elle, ne présentait aucun de ces symptômes. En tant que gynécologue chirurgien, il n'aurait en aucun cas pratiqué cette opération. Pour lui, rien ne justifiait qu'on pratique cette ablation. Non officiellement, mais entre nous, il m'indique que j'ai servi à faire du chiffre. C'est quelque chose qui me dégoûte vraiment, qu'on en soit arrivé à ce stade-là, de se servir des gens comme des objets et de décider de ce qu'on retire, de ce que l'on fait, sans raison valable, que pour de l'argent. Je trouve ça vraiment écœurant, vraiment écœurant. Les raisons financières peuvent-elles expliquer ces actes injustifiés ? Nous avons contacté plus d'une trentaine de médecins avant que l'un d'eux, chirurgien et chef de service dans un grand hôpital, accepte de nous en dire plus. Et dans votre spécialité, vous avez connaissance d'actes médicaux abusifs ? La tentation est grande, si vous voulez, parce que c'est un acte, donc ça fait des honoraires. La clinique ou l'hôpital pousse tout le monde à faire ça. Le directeur de l'hôpital nous dit en fin d'année, vous n'avez pas fait assez d'actes médical, parce que pour lui, ça représente une masse monétaire considérable. Donc les médecins ont intérêt à changer en technicien. Ce que vous venez de nous dire au téléphone, vous nous le diriez face à la caméra ? Je ne peux pas déontologiquement vous répondre. Vous doutez bien que mes confrères, ça ne serait pas bien. Moi, je ne peux pas dire des choses comme ça en tant que médecin, en tout cas pour un reportage. Et en tout cas en le signant de mon nom. Je vous dirais, si jamais vous mettez mon nom, que je n'ai jamais dit ça. Opérer pour faire du chiffre.
Dans le monde médical, la pratique est connue de tous. Mais le sujet reste tabou. Quelques praticiens seulement osent en parler. Nous sommes à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le docteur Loriot est chirurgien digestif et il reconnaît être témoin de cette pratique. C'est en pleine intervention chirurgicale qu'il nous l'explique. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une patiente qui est venue accompagnée de sa maman quasiment exiger une opération parce qu'on l'avait persuadée un peu à tort qu'il fallait l'opérer. En fait, l'histoire, c'est on me fait une prise de sang. Prise de sang, il y a un bilan hépatique. Bilan hépatique anormal, échographie. L'échographie montre des calculs à 17 ans, c'est pas banal, mais c'est pas grave. On l'envoie à un chirurgien pour lui enlever la vésicule. Elle me dit, pour être tout à fait franche avec vous, je viens vous voir parce que on sort du cabinet d'un chirurgien libéral qui nous a dit, je vais vous opérer tel jour et c'est 600 €. Et c'est pour ça que, comme nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on vient voir l'hôpital Saint-Joseph parce que c'est les moins chers. Je vais arrêter le... Alors, déjà expliquer à la patiente et à sa mère qu'il n'y a aucune raison de lui enlever la vésicule alors que le chirurgien d'avant, il lui a expliqué l'inverse, c'est difficile. En fait, la justification de tout ça, c'était 600 €, quoi. Alors qu'il y a zéro indication. Elle a changé de pilule et depuis, tout va très bien. En plus, 17 ans, c'est un peu salaud quand même. Mais j'ai pas dit où c'était. J'ai pas dit le nom de mon confrère. Ce qui est malheureux, c'est que 80% ou 95% des chirurgiens en France qui sont en libéral dans la clinique du coin en province, ils se comportent normalement. Et puis il y a un ou deux gars qui font n'importe quoi. Souvent, c'est plutôt Paris ou PACA. Et eux, on les chope pas parce que personne n'ose rien faire contre eux et ils donnent l'image de la... C'est toujours la même histoire. Hein. Faire du chiffre, être rentable. Dans le secteur privé à but lucratif, ce principe est reconnu. On le soupçonne moins, mais le secteur public n'est pas épargné par cette logique. Car depuis janvier 2008, un nouveau mode de financement des établissements de santé a été mis en place. Une pathologie, un acte, ça va correspondre à une enveloppe financière qui va être versée à l'hôpital par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc plus je fais d'actes et plus je soigne des patients ou des maladies, plus je le suis rémunéré ou mon hôpital est rémunéré. Mais en l'absence de contrôle par les caisses d'assurance maladie qui en fait régulièrement mais qui ne peut pas contrôler tous les actes, on ne va pas à chaque fois qu'on saisit un acte pratiqué vérifier que celui-ci était médicalement justifié. Ça s'appelle la tarification à l'activité. Donc ce qu'on avait déjà dans le système libéral qui pouvait produire des effets pervers, on l'a reproduit à l'hôpital. Le problème, c'est qu'on a déconnecté le débat de l'activité de celui de la qualité. Alors évidemment, c'est problématique parce que chacun est dans le chiffre, mais fort peu sont dans l'analyse du résultat et fallait-il le faire. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut se retrouver dans des structures où on fait la course à l'acte parce que ça équilibre le budget et puis parce que ça assure plus ou moins la pérennité du service. Donc vous êtes tenté de dire comment on peut faire pour gagner le plus d'argent pour mon hôpital, d'autant qu'on vous dit si vous gagnez pas assez d'argent, on va vous supprimer des infirmières. Les hôpitaux, depuis qu'ils sont payés à l'activité, ont augmenté leur activité en moyenne 3% par an, comme s'il y avait une catastrophe nationale chaque année. Enrichissement personnel ou obligation de faire tourner un service, quelle que soit la motivation première des médecins, l'argent est l'un des moteurs de cette logique inflationniste. Mais pour expliquer ces actes abusifs, les praticiens font valoir un autre argument. La crainte d'être poursuivis par leurs patients et de se retrouver face à la justice. Le médecin peut être amené à se dire je n'aurais pas besoin de cet examen, mais il y a un risque sur 100. Je risque d'un procès, donc je me couvre. Donc ça suppose ça qu'on est rentré dans une perte de relation médecin-malade. Si on rentre dans une relation commerciale, et si on veut traiter la médecine comme un commerce, alors on rentre là-dedans, avec des avocats, des juristes, et le modèle américain. En France, cette crainte a notamment pris corps à la suite de l'affaire Perruche. Nicolas Perruche est né en 1983, lourdement handicapé. Sa mère avait contracté la rubéole lorsqu'elle était enceinte. Les parents de Nicolas ont assigné leur médecin devant la justice pour ne pas avoir diagnostiqué cette rubéole, et ils ont gagné. Pour ne pas être accusés d'être passés à côté de quelque chose, tous les praticiens que nous avons contactés reconnaissent prescrire systématiquement plus d'examens que ce que leur diagnostic aurait justifié.
les médecins doivent savoir qu'ils sont des professionnels, que leur jugement est pris en considération, à condition qu'ils le tracent, à condition qu'ils en laissent la marque, à condition que si je vous vois en consultation, que j'écris dans le dossier, ce jour, la douleur qui est présentée est totalement atypique et ne justifie pas tel examen, à ce moment-là, j'ai fait mon métier de médecin, j'ai pris une décision argumentée. Pour qu'il y ait une poursuite judiciaire, il faut que le médecin n'ait pas respecté l'intérêt du patient. Il faut que l'avantage bénéfice-risque n'ait pas été évalué, que le patient n'ait pas donné son consentement, qu'il n'ait pas été correctement informé et que le médecin n'ait pas respecté les bonnes pratiques. Ça doit pas être très difficile de respecter en même temps l'intérêt du patient et les bonnes pratiques, c'est-à-dire les règles de l'art. Je pense que si le médecin respecte ces principes-là, il peut dormir tranquille. Malgré ces arguments a priori implacables, la peur d'une poursuite judiciaire continue d'être avancée par certains praticiens pour justifier leurs actes. C'est notamment le cas des obstétriciens et de leur pratique de la césarienne. Une intervention dont le nombre a été multiplié par 2 en 20 ans. On peut vivre l'enfer, le professionnel, l'accoucheur, peut vivre l'enfer si on constate qu'une césarienne a été faite après un certain retard ou n'a pas été fait et que l'enfant se retrouve handicapé. Donc ce n'est pas le choix délibéré des accoucheurs, c'est la nécessité, le principe de précaution qui là nous conduit à cette attitude simplement de protection par rapport à notre exercice. Mais il faut savoir aussi, et c'est quand même dramatique, que ça ne protège pas les enfants parce qu'il y a toujours autant d'enfants handicapés depuis qu'on fait plus de césariennes. Faire une césarienne pour éviter de se retrouver face à la justice en cas de complications. Cette attitude, une magistrate la dénonce. La juge Marie-Odile Berthelage-Effroy a instruit les grandes affaires de responsabilité médicale de ces 30 dernières années, comme celle du sang contaminé ou de l'hormone de croissance. C'est vraiment dommage que d'une prise de conscience des médecins de leur responsabilité, on arrive à un tel excès. Hein, c'est dommage, c'était pas le but. Et que les médecins fassent une extension du principe de précaution jusqu'à faire je ne sais combien d'actes inutiles et parfois dangereux pour le patient, c'est vraiment une dérive. C'est une dérive. Le principe de précaution, ça n'est pas judiciaire. Hein. La position des obstétriciens est en effet d'autant plus inquiétante que la césarienne est une opération risquée, comme toute intervention chirurgicale. Vous allez sentir que ça chauffe dans les fesses et les jambes. Nous sommes à la maternité des Diaconesses, à Paris. Ce matin, le docteur Harvey doit pratiquer une césarienne sur une patiente dont le bébé se présente en siège. Ok, ça marche, on y va. En 30 ans de carrière, il a réalisé cette intervention des milliers de fois. Mais Thierry Harvey n'en est pas moins conscient des dangers qu'elle comporte. L'intérêt d'y aller avec les doigts, c'est qu'on risque pas de couper des vaisseaux. Bien sûr, ça a l'air facile, mais c'est de la chirurgie. Vous le dites, il faut le redire à chaque fois. Alors c'est un peu scléreux puisqu'on a déjà opéré une fois. Il y a une anesthésie avec les complications de l'anesthésie. Il y a un acte chirurgical. À un moment, on a un bistouri. On va passer devant des organes qui sont à risque. On va être pas loin de la vessie. On va ouvrir l'utérus. L'utérus, de temps en temps, il y a des vaisseaux. Ça peut saigner. Donc on va arriver sur l'utérus. Hop là. Donc voilà la maison du bébé. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui sort? Regardez, c'est pas belle la vie. Et voilà. Mais alors que l'on pense l'opération quasiment terminée, un problème survient. Oui. Oui. Allez. Le bébé n'est qu'à moitié sorti. Sa tête est très grosse et reste bloquée. Plusieurs minutes s'écoulent et la tension dans le bloc chirurgical devient palpable. Oh putain. Tu vois la forme de la tête du siège, c'est ça qui accroche. Oh maman. Eh, ça fout les... Hein? Voilà, en vrai, une César, c'est pas simple. Même quand ça fait 30 ans qu'on en fait. Et comment je m'appelle? Pour moi, une césarienne doit avoir une indication médicale.
il y a une balance bénéfice-risque à faire. Là où j'insiste, c'est qu'on dit mais il y a moins de risques pour l'enfant. C'est pas vrai. Avec papa. Pas moins de risques pour l'enfant et surtout plus de risques pour la mère. Une étude menée par l'Institut de veille sanitaire a récemment montré que la mortalité maternelle est 3,5 fois plus élevée lors d'une césarienne que lors d'un accouchement par voie basse. Pour justifier l'augmentation de cette pratique malgré les risques, les obstétriciens avancent alors un autre argument que leur simple crainte de la justice. Ce seraient les femmes elles-mêmes qui exigeraient une césarienne. Mais il faut savoir que c'est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui on ne doit pas soigner quelqu'un contre son gré. Donc si la personne dit « je souhaite accoucher par césarienne », je veux dire que sur le plan légal, je ne vois pas comment on pourrait lui imposer de ne pas le faire. Oui, mais enfin, un médecin, il n'est pas là pour répondre à la demande de la clientèle. Hein. Je suis absolument désolé. Il n'est pas là pour prendre plus de risques parce que la clientèle souhaite un certain confort ou une certaine pratique. C'est donc absolument pas un argument recevable de la part d'un médecin. Le médecin est libre de sa prescription. C'est écrit dans son code de déontologie. On ne peut pas obliger un médecin à prescrire une intervention, un médicament, un traitement ou un examen s'il estime que c'est pas nécessaire. Ça, ce n'est pas vrai. Si moi, Thierry Harvet, gynécologue obstétricien, ça fait 30 ans que je fais des césariennes, si moi j'estime que le « je veux » n'est pas approprié, à moi de lui expliquer pourquoi. Si elle continue à dire « je veux », les enfants gâtés, ça va 2 minutes. Ok ? Et c'est pas parce qu'on dit « je veux » qu'on doit tout avoir. L'argument de la demande des patientes paraît donc bien bancal. Alors pourquoi tant de césariennes sont-elles aujourd'hui pratiquées sans raison médicale ? C'est quand même pas très difficile de voir des gynécologues, des accoucheurs et de leur montrer les chiffres. Et de leur dire comment se fait-il. Comment se fait-il que le record des césariennes, du taux de césariennes ne soit pas, alors qu'on pourrait l'attendre, dans des maternités publiques qui prennent en charge les grossesses les plus difficiles, là où la césarienne doit être un recours, mais très curieusement dans les cliniques privées les plus huppées de Paris et des Hauts-de-Seine. En France, 20% des naissances ont lieu par césarienne. Mais à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ou à Paris, à la clinique de la Muette, 2 établissements privés, ce taux atteint les 40%. Il faut bien dire les choses, effectivement, c'est une clientèle plutôt aisée, et il y a parfois des praticiens qui ont plutôt tendance à amener certaines femmes vers la césarienne, alors qu'elles étaient peut-être pas forcément désireuses au départ. Pour eux, attendre un accouchement par voie basse qui va durer des heures, qui n'est pas programmé, c'est beaucoup plus compliqué pour leur emploi du temps. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Appât du gain, peur du procès ou convenance personnelle, voilà les principales raisons qui poussent les médecins à pratiquer volontairement un acte abusif. Mais si les médecins ont un pouvoir certain, sommes-nous, nous patients, de simples victimes subissant l'hégémonie médicale, ou contribuons-nous aussi à cet abus de soins et de prescription ? À une 50aine de kilomètres d'Angoulême, dans un petit village de la Charente-Limousine, exerce le docteur Rucois, médecin généraliste depuis 25 ans. Un homme connu pour sa bienveillance envers sa patientèle. Pourtant, le 12 octobre dernier, fatigué par les exigences de certains patients, il lançait un coup de gueule dans les colonnes de la Charente libre. En réponse au serment d'Hippocrate, il y proposait un serment du patient. Je promets de ne pas claquer la porte et d'aller voir le médecin voisin si mon médecin refuse ma demande d'arrêt de travail. Je jure de ne pas insulter mon médecin s'il refuse de marquer sur l'ordonnance « non substituable ». Pour les gens, le médicament reste la solution la plus simple. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, parfois un peu de révolte, un petit peu de... Il faut savoir un petit peu ne pas répondre précisément à cette attente en essayant de canaliser leur angoisse, parce que dès que vous interdisez l'objet de leur désir, eh bien effectivement, on sent monter l'angoisse, on sent monter parfois la colère, la frustration. Il faut essayer de canaliser tout ça. Comment va ? Ben, ça va pas fort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose. J'ai pris mon médicament la première fois et ça coule toujours du nez de la gorge. Et ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas rester comme ça quand même. Je voudrais bien voir. Est-ce que je pourrais pas voir quelque chose pour un rhino? Quand vous me dites je voudrais avoir quelque chose... Je voudrais voir, est-ce que je pourrais pas avoir
un ORL, ça me gratte dans la gorge, et j'ai mal à la gorge, pas mal à la gorge, mais vraiment, je suis vraiment mal. Vous avez déjà fait, au mois de mars 2010, je vois dans votre dossier, une radio des sinus qui était strictement normale. Oui, chez le docteur Champemont. Voilà, vous avez eu pour ça, donc, le 6 novembre, effectivement. Oui, donc, il y a eu, voilà, j'ai pris le fluide du sang pendant 10 jours. C'est ça, le j'ai pris mes pastilles, la gorge me fait pas mal, mais on sent que c'est irrité, puis alors j'ai l'impression que c'est enflammé à force. D'accord. Je peux pas aller ailleurs. Si, vous avez. Alors, les ORL ici, vous iriez jusque où? Jusque Limoges ou juste sur Angoulême? Il n'y a pas de. Le docteur Rucquois acceptera de prescrire à sa patiente une visite chez un ORL, mais ne prescrira ni de deuxième radio des sinus, ni de traitement supplémentaire. Voilà. Oui, il y a une pression du patient pour la prescription de tout ordre, mais je suis même certain que cette pression initiale ne vient pas d'eux. S'ils ont une pression, c'est qu'ils ont une information, c'est qu'ils reçoivent des messages. Ces messages incitant les patients à demander des examens ou un traitement particulier à leur médecin, Xavier Rucquois les a vus se multiplier ces dernières années. Et dans ce petit canton de Charente, où la moyenne d'âge est assez élevée, le médecin a constaté que ces patients âgés étaient particulièrement sollicités. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ami Boulot? Eh ben, je tousse. On parlait de médicaments, mais on peut parler de choses qui ne sont pas des médicaments. J'ai personnellement des patients qui utilisent du matériel médical. Il y a un réel marché du matériel médical chez ces patients âgés. Et ces patients, avant même que j'arrive dans les maisons, sont sollicités par les gens qui, soi-disant, livrent ce matériel, font un contrôle, et on leur fait remarquer de façon très insidieuse que le lit au premier étage peut être changé contre un lit médicalisé, que le matelas du grand-père peut être changé, même s'il n'est pas déformé, ça fait plus d'1 an qu'ils l'ont, donc ils ont le droit à un nouveau matelas, que la chaise sur laquelle il s'assoit peut être une chaise médicalisée, électrique, ça va même jusque modifier, on leur propose de s'habiller, on leur propose des chaussures, on leur propose des vêtements avec plus ou moins médicaux, et bien entendu, on leur dit, c'est pas compliqué, vous avez droit à tout ça. Il faut juste une signature d'un docteur. Ces pressions exercées insidieusement sur des personnes fragiles exaspèrent le docteur Rucquois. Car après le passage de ses représentants de commerce, le généraliste se retrouve bien seul pour raisonner ses patients. À vendredi, s'il y a le moindre problème, vous me le dites avant, ok? D'accord. Allez, bon courage. Merci. On peut lutter contre cette demande de patients, mais peut-être que si on luttait en amont contre ceux qui leur émettent ces messages, il est probable que le résultat serait plus intéressant. Ce mal de dos, une maladie. Ceux qui sont ici mis en cause, ce sont les industriels du soin. Protéger sa fille. Et si c'était physique? Et mieux que le porte-à-porte, c'est par le petit écran qu'ils entrent chez les patients. Vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Vous êtes jeune et vous souffrez d'un mal de dos persistant. Un vrai cauchemar quotidien. Vous avez des problèmes d'érection? Ces publicités que l'on a pu voir sur nos écrans ces dernières années ont toutes le même but. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Quand vous abreuvez un patient d'une information immédiate, vous dites, le patient ouvre sa télévision le matin, voit une publicité sur une maladie, on lui dit, il y a une solution. Vous devez, petit médecin généraliste, avoir beaucoup de persuasion pour dire au patient, non, cette information, on n'a pas encore assez de recul, mais docteur, on l'a vu à la télévision. S'il le montre à la télévision, c'est que ça doit être vrai. Vite. À la télévision, justement, en octobre 2012, le public pouvait voir ce spot. Une campagne fort didactique sur les signes annonciateurs de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Nous avons montré ce clip à Antoine Vial, spécialiste de l'information médicale. C'est bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait il faut surtout pas dire aux patients quels sont les signes parce que sinon ils vont s'inquiéter pour rien. Là maintenant c'est plus le cas. C'est bien, c'est de la pédagogie qui fait que dans un accident cardiovasculaire où on sait que le temps est véritablement compté, apporte de l'information. Donc on ne peut là en l'occurrence que se réjouir. La question c'est qui parle. Le financeur de cette campagne s'appelle Bayer Healthcare, un laboratoire pharmaceutique. Je peux pas m'empêcher de me dire, ils auraient pas un petit médoc à vendre par derrière? Il n'y a pas une petite raison quand même Effectivement, quelques mois avant le lancement de cette campagne, Bayer a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen
pour un anticoagulant indiqué dans la prévention des AVC. Pure coïncidence ? Nous sommes allés poser la question au directeur des affaires publiques de Bayer. Qu'il y ait une suspicion, je ne peux pas répondre que non, puisqu'on la vit régulièrement et au quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons mis à disposition des professionnels et des patients un traitement d'un des facteurs de risque majeurs. Aujourd'hui, si ce traitement existe et permet d'améliorer la prise en charge de ces patients pour éviter qu'ils fassent un AVC demain, on mettra tout en œuvre pour communiquer, informer et prendre en charge ce facteur de risque. Une stratégie altruiste que remet en question François Pesty. Les industries du médicament, ce docteur en pharmacie les connaît par cœur. Pendant 15 ans, il a été en charge des stratégies de vente d'un grand laboratoire pharmaceutique. Aujourd'hui qu'il a quitté le milieu, il dénonce le double discours des industriels. Ce qu'il faut bien considérer aujourd'hui, c'est que le médicament, du point de vue des industriels, est un bien de consommation comme un autre. Et la promotion qui est massive de ces nouveaux produits se fait autour d'un argumentaire qui met en valeur les points plutôt favorables du produit et qui esquive ou au mieux minimise les inconvénients de ces nouveaux médicaments. Le but, c'est les boîtes, c'est le chiffre d'affaires, c'est les profits. Ça sera jamais le patient. C'est pas possible. Il n'y a aucune raison que l'industrie soit philanthrope. L'industrie, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour fabriquer et vendre. Donc l'industrie fabrique et vend. Dans cette optique commerciale, l'accident vasculaire cérébral est du pain béni pour les industriels. Quoi de plus vendeur que de communiquer sur une pathologie qui peut potentiellement toucher tout le monde et dont les symptômes sont flous ? Un cocktail d'incertitude idéal pour générer de l'inquiétude. Oui, je pense qu'on a joué sur l'émotion, on a joué sur la peur. Et on vous dit bien, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et je pense que, voilà, on peut créer tout à fait des demandes, des besoins aux gens. Si on s'y prend bien, si on connaît bien ce métier qui n'est pas le mien, on peut entraîner une demande et plus ou moins la maîtriser. C'est la stratégie internationale de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire de prendre de vraies maladies et puis d'en étendre la symptomatologie de façon à avoir un peu plus de clients, voire beaucoup plus de clients. Alors ça, on a beaucoup d'exemples. De prendre un symptôme et d'en agrandir le risque, de faire peur, de jouer sur la peur. Donc, comme on a joué sur la peur, on va pas attraper toutes les mouches, mais on va en attraper un certain nombre. Faire de gens bien portants des malades potentiels afin de pousser à la consommation de soins, les industriels n'ont rien inventé. De quoi souffrez-vous ? Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Et attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Ouais. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette ? Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais... Oui. Eh ben, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important. En créant en 1923 le personnage du docteur Knock, médecin prêt à tout pour élargir sa patientèle, l'écrivain Jules Romain n'imaginait sans doute pas que quelques décennies plus tard, l'industrie pharmaceutique ferait de cette farce une réalité. Car notre peur de la maladie a fait de nous de véritables dévoreurs de gélules. Une boulimie dont l'exemple le plus flagrant est notre consommation de psychotropes. Avec 200 millions de boîtes par an, la France est le premier consommateur au monde. Un usage abusif sur lequel le journaliste Guy Hunier a enquêté pendant plus de 3 ans. Si vous regardez les différents rapports de santé mentale, le dernier datant de 2010, donc n'est pas très vieux. Si vous interrogez les spécialistes, soit des neurologues, des psychiatres, des pharmacologues, enfin tous les gens qui sont un peu pointus sur la question de la consommation, ils estiment que entre la moitié et les 2/3 des prescriptions de psychotropes ne sont pas justifiées. L'enquête de Guy Hunier révèle en effet que la moitié des consommateurs d'antidépresseurs avalent ces substances alors même qu'ils ne souffrent pas de dépression.
Ce que j'ai essayé de voir, c'était quelles étaient les conséquences de cette surconsommation. Parce que quand vous donnez un antidépresseur à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous modifiez la chimie de son cerveau. Ces gens-là peuvent perdre les pédales. Il peut y avoir des phénomènes d'agitation, de confusion mentale, de dépersonnalisation, etc., d'actes bizarres, enfin. Donc on est là dans l'ignorance totale du fait que des gens qui prennent ces traitements peuvent perdre les pédales. Ce sont les dizaines d'ordonnances que le journaliste récupère au cours de sa recherche qui lui révèlent l'aberration des prescriptions. Des ordonnances à rallonge et bourrées d'incohérences thérapeutiques. Un symptôme, un traitement, un autre symptôme, un autre traitement, etc. Donc on aboutit comme ça, on additionne, on empile les médicaments. Et je raconte dans le livre des exemples multiples exemples, notamment cet homme qui est allé à l'hôpital parce qu'il allait pas bien, qui s'est retrouvé avec 9 psychotropes, dont 5 neuroleptiques, et qui est mort à l'hôpital à cause de ça, parce que les prescriptions étaient délirantes. Et il y avait dedans 3 ou 4 neuroleptiques qui n'allaient pas ensemble, qui provoquaient des effets cardiaques, etc. Enfin, c'est épouvantable. Toutes les ordonnances ont été expertisées et les résultats sont désastreux dans la plupart des cas. Pour cette ordonnance qui associe 2 antidépresseurs, un neuroleptique et un somnifère, voici ce que dit l'expert pharmacologue. C'est une soupe de principes actifs. L'association des 2 antidépresseurs expose le patient à des risques graves, potentiellement mortels. Il existe des mises en garde à ce sujet. Aucun praticien ne devrait les ignorer. En gros, il y a 1500 molécules en France de base. Les médecins en connaissent 200 à peu près, les plus importantes. Les médecins n'ont pas la formation au départ ni pharmacologique ni thérapeutique pour juger vraiment de l'efficacité des traitements. Donc le problème de fond, il est dans la formation des médecins généralistes. Après, il faut trouver, moi je sais pas là, qu'est-ce qu'il faut faire, mais enfin c'est la base quoi. Les généralistes ne sont pas les seuls responsables. Toutes les spécialités médicales sont concernées. Cette méconnaissance du médicament serait en tout cas une des causes des abus de prescription. Comment l'enseignement à la thérapeutique est-il assuré aux futurs médecins? Nous nous sommes rendus à Toulouse, dans les murs de la faculté de médecine, afin d'assister à un cours. Ce jour-là, des étudiants de 3e année découvrent les propriétés de la morphine. La morphine va augmenter le seuil de perception de la douleur. La douleur, elle est toujours présente, mais on ne la ressent plus comme pénible. C'est pas du tout pareil qu'avec le paracétamol ou l'aspirine, qui eux sont véritablement des analgésiques qui suppriment la douleur. Là, ils transforment la douleur. Le professeur Montastruc est un pharmacologue reconnu. Ce spécialiste des médicaments est parfaitement conscient des lacunes de la formation médicale et il s'en inquiète. L'enseignement du médicament, de la pharmacologie, puis de la thérapeutique est assurément insuffisant à l'heure actuelle dans les facultés de médecine. Ça peut varier selon les facultés de 20 à 90 heures, alors que l'acte de prescription, c'est quand même l'activité princeps du médecin. De 20 heures à 90 heures pour cette 3e année d'études de médecine. En tout, sur les 6 ans que les étudiants passeront à la faculté, ils n'auront pas plus de 2 mois de cours sur le médicament. Lorsque vous aurez à traiter des patients en chronique, si nous connaissons en pharmacologie à peu près correctement le risque d'association de médicaments 2 à 2, lorsqu'on ajoute au-delà 3, 4, 5 médicaments, on ne peut plus rien contrôler. Donc il y a un risque majeur. Un risque que les étudiants avec si peu d'heures de cours ne pourront pas maîtriser. La codéine est un vieux médicament qui n'est pas promu, et donc on fait croire aux médecins que l'antalgique du palier 2, c'est le tramadol. Alors que l'OMS et tout le monde dit c'est la codéine. Mais on préfère dans ce pays écouter l'industrie pharmaceutique que les informations indépendantes. Voilà. Il faut continuer à développer l'enseignement en faculté et je crois que les perspectives actuelles sont quand même assez favorables. Il y a cette prise de conscience, mais j'affirme que les garde-fous sont insuffisants.
insuffisant. Il y a trop peu de spécialistes du médicament, pharmacologues ou thérapeutes en France qui jouent ce rôle. Il y a trop peu d'informations indépendantes, trop peu de revues indépendantes pour pouvoir balancer le pouvoir ou les activités de l'industrie. Voilà. Bon, alors merci. Voilà que ressurgissent dans notre enquête les laboratoires pharmaceutiques. Pour pousser à prescrire plus, les médecins et donc les futurs médecins sont en effet la cible idéale. Car au final, ce sont eux qui signent les ordonnances. Dès le début des formations, les internes sont bichonnés, on va dire, par l'industrie. Non, l'industrie finance aussi à 90% la formation médicale continue. Donc oui, l'industrie a une part prépondérante dans les informations que reçoivent les médecins sur le médicament. Et c'est notamment par le biais des congrès que l'industrie du médicament approche les médecins. Nous avons contacté plusieurs sociétés professionnelles de médecins afin d'assister à l'un de ces fameux congrès. Une seule a accepté de nous ouvrir les portes. Nous voici donc au milieu de 700 hépatologues et chirurgiens digestifs. Et nous allons commencer par une communication pluricentrique. Merci beaucoup, messieurs les présidents, chers collègues. Ce congrès est réputé pour le niveau scientifique des conférences qui s'y tiennent. Les organisateurs ont accepté la présence de notre caméra car ils veulent nous démontrer que l'industrie n'a pas la main mise sur cet événement. L'organisation de congrès coûte beaucoup de dizaines d'heures de travail en plus des activités chirurgicales quotidiennes et je n'ai aucune rémunération. Je paye mon inscription au congrès et je paye ma chambre d'hôtel. Donc tout ça est clair et c'est appliqué, croyez-moi, d'une main de fer. Chambre d'hôtel et restauration payées par les participants et non par les laboratoires. Le principe est suffisamment rare pour être souligné. Mais les inscriptions ne suffisent pas à payer tous les frais. Plusieurs groupes pharmaceutiques ont donc tout de même été sollicités pour participer au financement. En échange, ils ont droit à des stands installés à la sortie de la salle de conférence pour présenter leurs produits aux médecins. Ici, on est dans le lieu d'échange dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les laboratoires et l'industrie qui ont participé au financement, ils trouvent là le retour sur investissement. Tous les médecins ne souhaitent pas recevoir en consultation ou à l'hôpital des labos. Donc là, c'est le moyen pour certains labos de contacter des médecins qu'il est difficile de toucher parfois. Ceux qui veulent vont voir les laboratoires, mais vous voyez, il n'y a pas d'aspect coercitif. Il y aurait donc d'un côté les stands et leur aspect promotionnel, et de l'autre le congrès et son contenu purement scientifique. Entre les deux, nous assure-t-on, la limite est bien définie. Soyons honnêtes, quoi. Faut pas raconter d'histoire. Vous me ferez pas croire que je peux dans un amphithéâtre prendre une position alors que au dehors m'attend le laboratoire qui a organisé le congrès, qui m'a peut-être payé mon voyage, qui me paiera le dîner le soir ou qui paye peut-être mon hôtel. Moi-même, j'ai participé au congrès de diabétologie en France, en Europe, aux USA et mondiaux, grâce à un financement de l'industrie. Donc la logique du don vous crée le sentiment que vous pouvez ne pas être dépendant, mais néanmoins, vous n'êtes pas insultant. Vous n'allez pas être violemment critique pour des gens qui vous ont permis d'aller à un congrès. Donc il faut absolument que les médecins soient hors de ce conflit d'intérêts. Comment alors se prémunir de l'influence des laboratoires ? Faut-il en arriver à supprimer les congrès ? Quel professionnel aura envie de ne plus échanger avec ses collègues et avec les gens qui font le même métier que lui ? C'est vraiment essentiel. Ne plus avoir de congrès, ça veut dire ne plus communiquer nos résultats, ne plus évaluer nos méthodes et nos prises en charge, et c'est perdre une partie de notre métier. L'État pousse depuis quelques années à ce que cette mainmise de l'industrie décroisse. Mais les pouvoirs publics y mettent-ils les moyens ? L'État ? Ah, écoutez, l'État directement en termes de subvention, c'est zéro. Ou alors des choses m'ont échappé, mais je ne crois pas en la matière. L'enseignement, c'est lui-même mis pieds et poings liés dans les mains de l'industrie du soin, au nom du fait qu'il n'y a aujourd'hui plus un congrès qui est organisé sans que ce soit avec la participation de l'industrie médicale. Des patients que l'on inquiète pour les pousser à consommer des soins,
Des médecins que l'on finance pour les convaincre de prescrire, voilà les parfaits ingrédients pour induire des actes abusifs. Mais ce cocktail aurait-il pris si notre conception même de la médecine ne plaçait pas ses représentants sur un piédestal? Si le pouvoir que nous octroyons aux médecins n'était pas si puissant? Historiquement, le médecin, en gros, était un peu le représentant de Dieu tout-puissant. Quoi qu'il arrive, on le remerciait. Le malade est mort, merci docteur d'avoir fait tout ce que vous pouvez. Celui qui pose problème est celui qui se voit encore dans ce schéma obsolète d'un individu. D'un individu, seigneur et maître, seul décideur, n'ayant de compte à rendre qu'à lui-même. Ce modèle-là, il faut dire qu'il est mort. Si on ne pose pas ça comme principe, on n'avancera pas. Tenir la maladie est donc la mort à distance. La maîtriser, la terrasser. Voilà le lourd fardeau que l'on a confié aux soignants. Au point de créer chez certains l'illusion que leur savoir était sacré et n'avait pas à être discuté. Cette idée de toute puissance traîne encore dans l'esprit de certains praticiens. Une prétention qui les rend alors incapables d'entendre qu'un patient n'en peut plus. Anne a 57 ans et un cancer du sein qui la ronge depuis 7 ans. Elle est depuis quelques semaines suivie à l'hôpital Cochin à Paris. Ce service, Anne en a poussé les portes en désespoir de cause après plusieurs expériences traumatisantes dans d'autres hôpitaux. Comment ça va depuis la dernière fois alors? Eh bien, j'ai très mal. À l'épaule? Toujours à l'épaule? Ouais. Ça devient limite du supportable. Hein. Je peux pratiquement plus me servir de mon bras, quoi. Est-ce que vous avez des douleurs ailleurs, en particulier dans le dos, dans les jambes? Oui, là, sur une hanche, de temps en temps, mais c'est tellement supportable que... Comparativement, du coup, ça passe inaperçu, presque. Voilà, ouais. C'est ça. Le problème pour moi, ça a été le suivi du cancer, pas le cancer. Enfin, c'est aussi grave que ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc évoqué au bout de 2 séances que je me paralysais. Alors, les membres inférieurs, les membres supérieurs. Et là, j'ai dit, j'arrête la chimio. Et ça, c'est une chose que les médecins, surtout quand c'est des grands pontes hyper spécialisés, vivent très mal. Ça leur renvoie le fait qu'ils ne savent pas guérir. La chimiothérapie a réveillé chez Anne une maladie neurologique qui sommeillait. Le traitement la faisait donc plus souffrir qu'il ne la soulageait. Mais les cancérologues d'alors n'ont rien voulu entendre. Un symptôme, un traitement. Il fallait appliquer le protocole. Le médecin est souvent en grande difficulté dans cette situation, ce d'autant que l'essentiel des discussions dans les congrès, des travaux de recherche, de la formation, les aura surtout aguerris à proposer des solutions lorsqu'il en existe et non pas tellement à gérer l'absence de solution. Ne pas faire, c'est une décision à part entière au même titre que décider de faire. Et c'est pas une décision plus vide. Par contre, ce n'est pas un soin. Donc effectivement, une fois que l'on a dit que l'on ne fait pas un traitement antitumoral, reste à mettre en œuvre une organisation de soins, d'accompagnement, des soins palliatifs et non pas rien. Anne est restée sans prise en charge médicale pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un ami lui conseille ce service de cancérologie, réputé pour la place qu'il accorde à la parole des patients. On se rend pas bien compte. Pour une fois, on me disait, on m'assénait pas, il faut faire comme ça. Il n'y a qu'à Faucon. C'était, voilà ce qu'on peut vous proposer, voilà ce qui est possible, sachant que on vous guérira pas plus qu'ailleurs. Mais je me sens de nouveau l'envie de faire confiance, parce que c'est ça la base. Être dans le soin et dans une proposition de traitement, mais sans aller trop loin, l'équilibre n'est jamais facile à trouver.
Dans ce service, pour éviter de laisser un soignant seul face à des décisions qui sont lourdes de conséquences, les équipes de cancérologie et de soins palliatifs se réunissent chaque semaine. Les soignants peuvent ici confronter leur choix à l'avis de leurs collègues. On a décidé un arrêt des traitements antitumoraux. Ce qui est assez net, c'est que son état général se dégrade progressivement, elle est grabataire. Je pense qu'on peut partir du principe que maintenant on fait plus de gestes invasifs parce qu'il y a eu des renouvellements de prothèses parce qu'elle faisait des angiocolites aiguës à répétition. Là, l'espérance de vie fait que je crois que ça n'a plus de sens. L'exercice solitaire pousse le médecin à une escalade, à la fois parce que ce sont des décisions difficiles, ensuite parce qu'elles sont gérées sur des temps courts. Donc finalement, la solution de facilité pour lui, à la fois pour contenir les émotions et pour ne pas s'engager dans la complexité de la situation, ça va être de prescrire un traitement de plus. Le temps de la réflexion en médecine est un temps important, le temps de la coordination, de la collégialité est un temps important. Alors ça n'existe pas, ni financé, ni pris en compte. Or c'est un temps très important. Qu'est-ce qui fait la qualité des hôpitaux? C'est que vous pouvez descendre d'un service à l'autre, dire j'aimerais bien te montrer un malade, j'aimerais bien ton avis. Parce que il suffit pas, et ça les gestionnaires comprennent peu ça, les politiques encore moins. En médecine, il ne s'agit pas d'appliquer des recettes toutes faites. Mais cette réflexion sur leur pratique, tous les médecins ne sont pas encore prêts à la mener, loin de là. Car ce serait accepter que d'autres qu'eux ouvrent leur dossier, se penchent sur leurs patients et pointent du doigt d'éventuelles fautes. Ce serait accepter que eux-mêmes dénoncent les abus qu'ils pourraient constater chez leurs collègues. Or, dans le monde médical, la solidarité est une règle coulée jusque dans le code de déontologie. Article R 4127, alinéa 56. Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. C'est à cette confraternité que Céline est aujourd'hui confrontée. 3 ans après l'intervention injustifiée qu'elle a subie, l'ablation de son utérus, elle tente de rassembler des pièces prouvant cet abus. Le patient, au milieu de tout ça, est bien seul. Et c'est... Après le combat de soins, c'est le combat de vérité. Céline a repris contact avec les 2 chirurgiens qui l'avaient examinée à la suite de son opération et avaient découvert l'abus. Les 2 ont refusé de confirmer leur dire par un écrit. On a l'impression d'une corporation secrète où il ne faut en aucun cas trahir l'un de ses pairs, quelque part. Ils ne veulent pas être les accusateurs de leurs collègues, en fait. Alors que je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de vérité. J'ai juste besoin qu'on indique que, par écrit, clairement, que les choses n'auraient pas dû avoir lieu, que eux, avec les éléments premiers, n'auraient jamais pratiqué cette intervention, qu'elle est injustifiée. J'ai juste besoin de ça. Aucun médecin n'écrira jamais à Céline que son intervention n'est pas justifiée. Ils le lui ont dit, ils lui ont expliqué pourquoi, c'est-à-dire qu'ils ont argumenté leur position et leur diagnostic médical a posteriori, puisque la complication est là, mais aucun ne l'écrira jamais. Si les médecins eux-mêmes ne dénoncent pas ces actes abusifs, qui alors peut le faire? Nous avons pris contact avec les représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie pour leur poser la question. Après plus d'1 mois d'appels répétés, ils nous ont enfin répondu qu'ils n'avaient aucun moyen de contrôler l'activité des médecins ni la pertinence de leurs actes. Tout ce que font les médecins en France, c'est dans les bases de données de l'assurance maladie. D'accord ? Donc le trésor de guerre, c'est-à-dire l'information, c'est eux qui le possèdent. Donc ils peuvent faire toutes les études les plus fines, ils ont des médecins, ils ont des gens susceptibles d'aller voir les établissements de soins. Ils ont vraiment des moyens. Alors après, veulent-ils le faire? Tout ça, c'est un autre problème plus complexe, parce qu'on se heurte au monde médical, on se heurte aux politiques, on se heurte à plein de choses. Il y a, je crois, une vingtaine d'années, oui, en France, l'assurance maladie a essayé de mettre en place un système où on avait des comptes à rendre sur la prise en charge. Ça s'appelait les références opposables. Ça a capoté vite fait.
Mais parce que les médecins ont attaqué, ils ont fait des procédures administratives qui sont allées jusqu'en Conseil d'État, donc l'assurance maladie a baissé les bras. Je pense qu'on peut dire malheureusement quand même que le corps médical est un des corps sociaux quand même les plus immobiles ou conservateurs. Je dirais qu'il n'y a que les politiques qui sont pires que nous. Aujourd'hui, le dossier des actes médicaux injustifiés n'est clairement une priorité ni du corps médical, ni des autorités de santé. Ces dernières commencent tout juste à émettre des recommandations, sortes de guides de bonne pratique, que les médecins sont censés suivre. Mais dans les faits, les praticiens n'ont encore de compte à rendre qu'à eux-mêmes. La vraie issue, comme d'habitude d'ailleurs dans tous les domaines, ce qui va changer dans combien de temps, mais ça a déjà quand même pas mal changé, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on est en train de chasser l'argent partout, hein, et que donc, ce sont des grosses niches. Hein. L'acte inutile, bah oui, pourquoi le payer? Pourquoi payer Madame X la césarienne dont elle n'avait pas besoin? Pourquoi financer l'anesthésiste qui l'a anesthésiée? Pourquoi financer l'acte chirurgical dont elle n'avait pas besoin? C'est quand même une question qui se pose à tout le monde, ça. La somme que la collectivité consacre à la santé n'est pas illimitée. Ce que l'on gaspille, on l'enlève à d'autres. Ce que l'on gaspille en refaisant des examens inutiles, ça sera autant de soins dentaires, de soins d'ophtalmologie qui seront pas faits. Et éventuellement, pour des patients plus graves, plus pauvres, qui en ont vraiment besoin. Donc un médecin doit, c'est un point très important pour les malades, garder sa liberté de prescription et doit accepter d'être évalué et de rendre compte. Sur le principe, le juste soin au moindre coût. L'assurance maladie a une logique comptable. Elle rentre un budget et elle le ressort. Elle n'est pas du tout programmée pour faire ces choses-là. Donc ce qu'il va falloir, c'est la solliciter et lui dire maintenant, ça suffit. On ne peut pas parler du trou de l'assurance maladie si on sait que par ailleurs, on a 40 milliards d'actes inutiles. Ce trou, il peut se combler. Donc ça, il faut de la volonté, du courage politique. C'est pas que l'assurance maladie, il faut aussi que nous soyons pilotés par des hommes et des femmes de courage. Dans un instant, larves, grillons, scorpions sont au menu dégustation. Nous, on veut que nos clients deviennent plus aventuriers.